Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection Études africaines, dirigée par Denis Prienne et son équipe. Forte de plus de 1000 titres publiés à ce jour, la collection Études africaines fait peau neuve. Elle présentera toujours les essais généraux qui ont fait son succès, mais se déclinera désormais également par séries thématiques, droit, économie, politique, sociologie, etc. Dernière parution. Fabrice Modomptedegtiguey, Le contentieux des contrats miniers et pétroliers en République centrafricaine, 2020. Barthélémy Maoukou et Nadège Okemyandissa, Formation qualifiante et évaluation de stage au Congo-Brazzaville. Constat et perspectives, 2020. Gaston Mbembandozu, Femmes et petits commerces du fleuve Congo entre Brazzaville et Kinshasa, 2020. Ernestine Antoinette Ngo Mela, Inclusion scolaire des élèves en situation de handicap en France et au Cameroun, 2020. Julien Komla Nungpe, Le droit de la preuve dans l'espace OADA, 2020. Michael Akayenpelu, La langue française au Nigeria. La difficile intégration, 2020. Mohamed Harakat, La nouvelle diplomatie économique en Afrique. Paradigme et modèle, 2020. Olo Sib Palais, Au cœur d'une administration douanière africaine. Douane en action, 2020. Jean Koufane Mankene, René Bidia, La diplomatie camerounaise au service du nouvel ordre économique international. 1960 à 1981, 2020. Chrysostome Cijika Kayombo, Histoire de la pédagogie. Lumière sur la pédagogie traditionnelle africaine, 2020. Olo Sibpal, Au cœur d'une administration douanière africaine, 2020. Thalès Djimrassem et Réoular Ndigmbayel, Pour une éducation à la paix et au développement au Tchad, 2020. Firmin Marius Olivain Nyama Coord, La violence au Gabon, 2020. Jos do Nascimento, La pensée politique de Cheikh Anta Diop, 2020. Giscard Kevin Dessinga, Démocratie au four et au moulin, Alternance et conflits électoraux, 2020. Roger Ndonakayamba, La production agricole dans la province du Kwilu rez-de-chaussée, 2020. Georges Moussavou, Organisation et système universitaire au Gabon. Sociologie des processus et systèmes institutionnels, 2020. À mes enfants. Priska. Kerenia. Claudia. Gwenaël. À ma petite fille Kimia. Abréviation. Ancienne et nouvelle, appellation des villes congolaises. Pour tourner une page, il faut d'abord l'avoir lue. Desmond Tutu. Le fait est qu'ils ne sombrèrent pas dans la déchéance complète, qu'ils ne perdirent jamais espoir, qu'ils n'abdiquèrent jamais leur dignité et que jour après jour, pendant 2 siècles, ils complotèrent, résignés apparemment, domptés jamais. Aimé Césaire. Le mal que l'occupant nous a fait n'est pas encore guéri, voilà le fond du problème. L'aliénation culturelle finit par être partie intégrante de notre substance, de notre âme, et quand on croit s'en être débarrassé, on ne l'a pas encore fait complètement. Cheikh Anta Diop. Le démantèlement et l'éradication du racisme requiert que l'on aborde toutes ces manifestations et ces expressions historiques, en particulier l'esclavage et le colonialisme. Desmond Tutu. Avant-propos. Un livre dont l'essentiel des faits est historique, comme celui-ci repose d'abord sur d'autres livres. Mes sources sont communiquées régulièrement dans les notes de bas de page. Mais je dois des remerciements particuliers à certains auteurs qui m'ont largement inspiré sur certaines parties de ce livre. S'agissant de l'histoire ancienne du Congo, j'ai trouvé la source d'inspiration dans les travaux de Jean Vincina, Les anciens royaumes de la savane, Monseigneur Jean Cuvelier, L'Ancien royaume du Congo et Relations sur le Congo du P. Laurent Deluc 1700 à 1717, Georges Ballandier, La vie quotidienne au royaume du Congo du XVIe au XVIIIe siècle, et Isidore Ndeweleziem avec sa monumentale Histoire générale du Congo. De l'héritage ancien à la République démocratique. Comme quiconque étudie sérieusement l'État indépendant du Congo, les livres de Félicien Cattier,
Étude sur la situation de l'État indépendant du Congo, Jules Marchal, ed. Morel contre Léopold II. L'histoire du Congo 1900 à 1910, volume 1 et 2. Jean Stengers, Congo mythe et réalité, Daniel Van Groeneweg, Du sang sur les lianes. Léopold II et son Congo, Adam Hochschild, Les fantômes du roi Léopold. Un holocauste oublié, et Henri Wessling, Le partage de l'Afrique, 1800 à 1914, m'ont permis de partager leur vaste savoir avec un sens de clarté et une précision dans les détails qui forcent l'admiration. Mes réflexions sur les commissions Vérité et Réconciliation ont été inspirées par les travaux de Ruti Gétetel, Transitional Justice, et d'Étienne Jodel, Justice sans châtiment. Sur la question des réparations, j'ai été influencé en grande partie par les travaux du MIR, Réparation. Une exigence urgente pour l'humanité, et de Georges Louitin, Esclavage et réparation. Je suis profondément redevable à l'amitié de MC Girbo Ronda qui a soutenu mon projet dès le début, et m'a beaucoup donné. Les conseils et la disponibilité de mon ami Paul Bouvier, professeur honoraire à l'ULB, m'ont été particulièrement utiles. Je remercie également mes amis Cathy Testelman, Françoise Berger, Barnabé Ilunga, Guy Nekimen et Aloïs Mouberanziza pour le temps qu'ils ont consacré à la lecture du manuscrit et pour leurs conseils et suggestions. Enfin, ce livre doit beaucoup à ma femme, Marie-Claire, et à sa lecture attentive et constructive. Je lui dois bien plus. J'exprime dans ce livre mes jugements. Certains pourront paraître critiquables ou erronés. J'en assume seule la responsabilité, comme celle des erreurs qui ont pu se glisser çà et là malgré mes propres efforts et ceux de mes relecteurs. La Panne, le 28 juillet 2020. Introduction. La problématique des crimes et atrocités commis durant la colonisation belge au Congo revient sur le devant de la scène politique belge à la faveur de la vague de protestations contre le racisme qui a déferlé dans plusieurs pays du monde, dont la Belgique, à la suite du décès de l'Afro-Américain George Floyd, survenu le 25 mai 2020 lors de son interpellation par la police de Minneapolis aux États-Unis. Ce drame a réveillé les consciences sur la question du racisme contre les Noirs et le lien entre ce fléau et les systèmes colonialistes et esclavagistes. Aujourd'hui, si le racisme sert moins à justifier ces deux systèmes, il n'en demeure pas moins que sa structure et ses mécanismes tiennent encore en grande partie aux réminiscences du passé colonial, autant le racisme ambiant que celui plus élaboré et idéologique de certains groupes d'extrême droite. Comment dès lors peut-on parler des formes contemporaines du racisme sans évoquer ses origines historiques, que sont les systèmes esclavagistes et colonialistes? Comment peut-on aujourd'hui feindre d'ignorer l'existence du racisme ambiant en Belgique, qui trouve son fondement dans des pratiques, des discours et des représentations qui se sont développés dans le cadre de l'entreprise coloniale belge? Si le racisme est, comme l'écrit Albert Memmi, la valorisation généralisée et définitive de différences réelles ou imaginaires, au profit de l'accusateur et au détriment de sa victime, afin de légitimer une agression, on ne peut nier qu'il s'est construit durant la colonisation pour légitimer la domination et justifier les immenses privilèges. Consciemment ou inconsciemment, ce racisme s'est transmis de génération en génération, avec tout son lot de représentations stéréotypiques du nègre, de l'immigré, du musulman, de l'arabe, etc. Le racisme survalorise les différences culturelles ou religieuses et nie les autres différences, notamment celles liées au mérite et au caractère de chacun. Il impose une stigmatisation généralisée sans nuance, ils sont tous les mêmes. L'histoire des crimes et exactions commis durant la colonisation était jusqu'il y a peu une question taboue en Belgique. C'est à peine qu'elle est connue des écoliers belges. L'attitude du pays est assez curieuse et paradoxale. Au fond, c'est comme si, d'une part, la Belgique était consciente que sans Léopold II, elle n'aurait peut-être jamais acquis les richesses et la stature internationale qu'elle a aujourd'hui. Elle a ainsi érigé, à grands frais, des monuments à la gloire de ce souverain bienfaiteur. Et d'autre part, elle savait sans doute que celui-ci était en réalité un roi brigand sans foi ni loi qui avait commis des crimes ignobles et pillé les richesses de sa lointaine colonie. La Belgique officielle a longtemps refusé de parler pour garder d'une certaine manière sa conscience tranquille. Elle s'est depuis imposée de ne pas voir ce que tout le monde voyait. Elle a affiché profil bas, comme si elle avait été prise par des trous de mémoire géants.
Il y a eu une sorte de conspiration du silence ou du gêne, qui l'empêchait d'aborder publiquement la question des crimes commis au Congo durant la période coloniale. Les récentes manifestations populaires dans le cadre du mouvement Black Lives Matter ont eu en tout cas le mérite de sortir la classe politique belge du bois. En effet, pour la première fois, un successeur lointain de Léopold II au trône, le roi Philippe, reconnaît qu'à l'époque de l'État indépendant du Congo, des actes de violence et de cruauté ont été commis qui pèsent encore sur notre mémoire collective, et exprime au peuple congolais ses plus profonds regrets pour ces blessures du passé dont la douleur est aujourd'hui ravivée par les discriminations encore trop présentes dans nos sociétés. Mais Philippe manque de dire que ces actes de violence et de cruauté ne se sont pas arrêtés avec la fin de l'État indépendant du Congo en 1908. Bien au contraire, ils ont continué durant la colonisation belge de 1908 à 1960. Il ne s'agissait pas d'actes occasionnels, mais d'un système d'exploitation très élaboré qui a permis d'enrichir scandaleusement Léopold II et de financer la Belgique sur le dos des populations congolaises travaillant comme des bêtes de somme. Ce système a perduré après 1960, sous un néocolonialisme plus pernicieux et insidieux. Certes, il faut relever le courage, bien que tardif, du Parlement sous la pression de la rue, qui s'est engagé à instituer une commission vérité et réconciliation pour débattre enfin du passé colonial belge et présenter des excuses au peuple congolais. Faudrait-il s'arrêter là ? Il nous semble que non. Les excuses à elles seules ne suffisent pas. La reconnaissance du tort engage la responsabilité et implique naturellement de parler des réparations. Elles sont le fondement de toute justice et de toute idée de réconciliation. Aucune société humaine civilisée n'ignore ce principe universel. Quand un tort est causé à autrui, il doit être réparé par son auteur. Si on reconnaît que des crimes ont été commis au Congo, et qu'on refuse de les réparer, cela veut dire qu'on remet en cause le caractère criminel des faits. La Belgique ne sera pas le premier pays à aborder la question des réparations pour des crimes et exactions commis contre d'autres peuples. Les exemples sont nombreux. On relèvera notamment qu'après la Première et la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne s'était engagée à verser des réparations substantielles respectivement aux nombreux pays européens victimes de son agression, aux survivants juifs de la Shoah et à Israël. L'argent versé par l'Allemagne à Israël permit à ce pays de développer très rapidement des pans entiers de son économie. En 2008, l'Italie a payé des réparations à la Libye qu'elle avait autrefois colonisée dans le cadre d'un traité signé par Berlusconi et Kadhafi. De leur côté, les gouvernements canadiens et américains ont versé d'importantes sommes en guise de réparation aux populations amérindiennes pour les crimes qui ont été commis à leur égard par les nouveaux occupants de leurs terres. Le Canada est l'un des rares pays occidentaux à avoir créé une commission vérité et réconciliation pour aborder les séquelles des pensionnats où les enfants métis et ceux des familles des Premières Nations, peuples autochtones, ont été envoyés et y ont subi des exactions de tout genre. La réparation est à la fois une exigence de justice, une exigence politique et une exigence morale. Elle est soumise au désir de vérité et de justice, à l'impératif de la reconstruction morale, psychologique et aussi, mais dans une moindre mesure, matérielle. Car à ce dernier égard, aucun dédommagement ne peut réparer les crimes d'esclavage et de sa déshumanisation subséquente. La réparation est au cœur de ce qu'on appelle la justice transitionnelle, qui s'est matérialisée depuis les années 1980 dans de nombreux pays par la mise en place des commissions Vérité et Réconciliation, CVR. La Chambre des représentants belges a créé le 17 juillet 2020 une commission spéciale chargée d'examiner l'État indépendant du Congo 1885 à 1908 et le passé colonial de la Belgique au Congo 1908 à 1960, au Rwanda et au Burundi 1919 à 1962, ses conséquences et les suites Q'. Il convient d'y réserver. Elle répond ainsi aux nombreuses demandes émanant aussi bien du monde politique que de la société civile, visant à rouvrir les pages sombres du passé colonial de la Belgique. Toutefois, comme l'a dit Monseigneur Desmond Tutu, qui a présidé magistralement les travaux de la Truth and Reconciliation Commission sud-africaine, pour tourner une page, il faut d'abord l'avoir lue. Encore faut-il que bourreaux et victimes lisent le même livre d'histoire. Les crimes et exactions les plus abominables
ont été commis dans le cadre d'un projet mégalomaniaque de Léopold II d'appropriation et d'exploitation des matières premières du bassin du Congo, et durant la colonisation belge. De nombreux ouvrages ont été publiés à cet égard. Ils ont chacun leurs avantages et inconvénients. Le présent ouvrage présente, au moment où la Belgique entend rouvrir la page douloureuse de son passé colonial, une analyse critique 150 ans après la création de l'État indépendant du Congo et 60 ans après l'indépendance de l'ex-Congo belge. Il relate, sur base d'archives coloniales et d'écrits de plus grands spécialistes du Congo, l'histoire de l'occupation et l'exploitation du Congo, ainsi que des crimes et exactions qui y ont été commis depuis 1885 jusqu'en 1960. 26 février 1885. Berlin. Ils furent 14 autour du chancelier allemand Bismarck. Tout blanc. Pas un seul noir. Bismarck donna lecture de l'acte final de la conférence qui avait duré un peu plus de 3 mois, du 15 novembre 1884 au 26 février 1885. Il salua la naissance d'un nouvel État sur la scène internationale, l'État indépendant du Congo, et fit un éloge remarquable de son fondateur, Léopold II. Berlin concrétisait ainsi un vieux rêve de conquête coloniale qui hantait l'esprit de Léopold II depuis bien longtemps. Créer une nouvelle nation, cela suppose, comme l'a écrit Crawford Young, que l'on a trouvé le moyen de réconcilier d'une façon stable la nation nouvelle en tant que foyer d'identité avec les formes précédentes d'attachement basées sur le groupe ethnique. Mais était-ce cela l'idée que Léopold II se faisait de son nouvel État ? Dès 1873, Léopold II caressait le désir de traiter, cependant pas à tout prix. Ce qu'il recherchait, c'était d'abord une bonne affaire. Si elle n'est pas faisable maintenant dans des conditions très avantageuses, il est utile et sage d'attendre. 13 ans plus tôt, alors qu'il n'était encore que duc de Brabant, il prononça le 17 février 1860 son premier discours devant le Sénat où il affirma « Les comptoirs et les colonies n'ont pas seulement toujours bien servi les intérêts commerciaux des peuples, mais c'est encore à ces établissements que la plupart d'entre eux ont été redevables de leur grandeur passée ou présente. » Ce n'était donc pas le progrès et la civilisation des indigènes d'Afrique qui le préoccupaient au fond. Il voulait avant tout réaliser une juteuse affaire commerciale. Léopold II élabora avec ses collaborateurs une stratégie déroulée en plusieurs étapes. D'abord, il convoqua en 1876 une conférence géographique au Palais royal de Laeken, à laquelle il conviait les plus illustres explorateurs et géographes européens de l'Afrique de l'époque. Il ne lésina pas sur les moyens afin de séduire ses invités. Banquets organisés en leur honneur, cadeaux de toutes sortes et tous ont été élevés dans les ordres nationaux. Au terme de 7 jours de débats sur l'importance scientifique des explorations et la nécessité humanitaire d'arrêter le commerce des Noirs auquel se livraient les Arabes, la conférence se constitua en association internationale pour réprimer la traite et ouvrir l'Afrique centrale. Léopold II en assuma la présidence du comité exécutif. En fait, il en fut le cerveau, la volonté, voire le bailleur de fonds. Ensuite, en 1878, un envoyé du roi rencontra à Marseille Stanley au retour de son grand voyage et l'enrôla comme agent de son association. Léopold II se confia ainsi à un de ses proches. Une tâche d'exploration qui n'offensera personne, car, dit-il, si je chargeais de but en blanc Stanley de prendre en mon nom possession d'un point quelconque de l'Afrique, les Anglais m'arrêteraient. Le 30 octobre 1878 se concrétisa la création du Comité d'études du Haut-Congo, chargé d'étudier l'attractivité commerciale du bassin du Congo et la passation de traités avec les souverains locaux. Stanley en signera plus de 400. Moins d'un an après, le CEHC fut remplacé par l'Association internationale du Congo. Derrière l'AIC était en fait la seule et unique personne de Léopold II. Le traité signé le 26 février 1884 entre le Portugal et l'Angleterre, interdisant à toutes les puissances l'embouchure du Congo, rapprocha la France et l'Allemagne. Léopold II se servit de la rivalité entre ces 4 pays pour tirer l'avantage à son profit. Les grandes puissances se trouvèrent devant un fait accompli et n'avaient plus d'autre choix que de reconnaître l'AIC. Elles furent ainsi inopinément complices de son initiateur. En réalité, en échange de ce morceau de gâteau, aussi vaste que toute l'Europe occidentale réunie, qui lui est offert par les puissances réunies à Berlin,
se cachait un compromis comportant la neutralité de l'AIC, l'égalité commerciale, l'absence de droit d'entrée et la liberté de navigation sur le Congo pour les signataires de l'Acte de Berlin. Derrière un masque philanthropique et une hypocrisie bien dissimulée, Léopold II se fit passer pour un souverain bienfaiteur, généreux et désintéressé qui se souciait d'apporter la civilisation en Afrique. Il devint le roi souverain d'un territoire africain 80 fois plus grand que son pays. Ce dernier donna d'ailleurs son autorisation au roi, puisque l'article 62 de la Constitution lui interdisait d'être en même temps chef d'un autre État sans l'assentiment des deux chambres du Parlement. 2 mois après la conférence de Berlin, celles-ci donnèrent leur accord à Léopold II, SM. Léopold II, roi des Belges, est autorisé à être le chef de l'État fondé en Afrique par l'Association internationale du Congo. L'union sera exclusivement personnelle. Léopold II posséda en propre le domaine de la Couronne, 8 fois plus grand que la Belgique, et concédera le district de l'Équateur, 14 fois plus grand que l'État belge, à des compagnies concessionnaires dont il détenait au moins la moitié des parts. En fait, tout le Congo devenait la propriété privée de Léopold II. Il légalisa le travail forcé qui ne fut ni plus ni moins que de l'esclavage pur et simple, devenant ainsi le plus grand propriétaire d'esclaves de son temps. L'exploitation de ces vastes territoires spoliés aux populations congolaises lui rapporta une fortune considérable. Il y eut crime contre l'humanité, car l'humanité des victimes du travail forcé fut niée. L'attribut d'un être humain, c'est la libre disposition de soi. Or les Congolais se voyaient refuser cet attribut essentiel de la personne. Ils furent entièrement à la merci de leur nouveau et impitoyable maître. Dès le début de son projet colonial, la Belgique ne manqua pas de soutenir son monarque. Tous les gouvernements belges successifs ne se préoccupèrent nullement de contrôler ni d'encadrer les immenses pouvoirs de Léopold II sur l'EIC. Ils lui signèrent quasiment un chèque en blanc. Léopold II agit au Congo en ayant les coudées totalement franches. Sans gouvernement, sans parlement, sans aucun contre-pouvoir et sans témoins institutionnels indépendants. L'EIC et sa personne ne firent en réalité qu'un seul corps. La situation institutionnelle de Léopold II fut d'autant étonnante que curieuse. À la fois monarque constitutionnel en Belgique et monarque absolu à la tête de l'EIC. Les violences et les exactions ne furent jamais des épiphénomènes, mais bien l'essence même du système. Malgré ces dénégations, Léopold II en était conscient et s'y était tenu jusqu'au bout. Lorsque des voix s'élevèrent pour dénoncer les crimes commis par ses agents, Léopold II et les autorités belges firent profil bas. Pour exploiter les richesses de ces vastes territoires, Léopold II déroula une stratégie minutieusement élaborée qui déclina en plusieurs phases. La première consista d'abord à dépouiller les Congolais de leurs terres. Léopold II ne lésina pas sur les moyens. Il s'offrit un arsenal de matériel militaire à même de faciliter la réalisation de ses ambitions. Un de ses jeunes employés, celui-là même qui deviendra plus tard l'un de ses plus redoutables accusateurs, fut choqué par l'impressionnante quantité et la qualité des armes embarquées régulièrement à bord de navires à destination du Congo. Les mercenaires furent recrutés, partout où ce fut possible, pour constituer la force d'occupation et d'oppression appelée force publique. Cette soldatesque de Léopold II exécuta froidement et aveuglément hommes, femmes, enfants et vieillards sans défense. Un véritable holocauste, oublié, ajoutera Adam Hochschild. Les survivants n'eurent d'autre choix que de se soumettre. Mais cette soumission ne mit pas pour autant fin à la violence. Elle fut toujours là, omniprésente. Les fils ont vu battre leur père. Ils ont vu violer leur mère et leur sœur. Ils ont vu la main coupée, en guise de sanction, d'un autre proche parent, que ces soldats de Léopold II n'ont pas hésité à leur brandir à titre d'avertissement, disent-ils. Soumettez-vous ou ce sera votre tour de crever. Terrifiés, terrorisés, humiliés et désormais ramenés au rang des bêtes sauvages, les colonisés apprirent à craindre leurs colonisateurs. Ils intériorisèrent cette crainte. Pauvres gens! Quelle malédiction a mis sur leur chemin ces Vumbi, ces esprits de mort? Les dieux? La convoitise des richesses insoupçonnées de leur terre? D'autres refuseront de croire à la malédiction. Ils retournèrent les armes contre ceux-là même qui les avaient armés. Kandolo, Kimpuki, Yamba Yamba, Nzanzu, Mulamba et tant d'autres furent les pionniers de la résistance.
On les appellera les révoltés. Ils se rebellèrent contre un système qui les traitait juste comme des bêtes de somme. Ils se battront héroïquement jusqu'à leur dernier souffle. Mais ils furent vaincus. La bataille armée était perdue d'avance. La soumission étant désormais chose faite sur l'ensemble de l'immense territoire, la deuxième phase fut mise en œuvre. Ce fut l'ultime phase, l'objectif même de l'occupation, l'exploitation à outrance des ressources du pays. Les ordres vinrent de Léopold II personnellement. Dans son esprit, l'EIC devait tirer le maximum de profit de ses terres domaniales. Il conçut et imposa, à son seul bénéfice, le régime la politique domaniale. Léopold II pouvait se prévaloir d'avoir été à lui tout seul le plus grand propriétaire d'esclaves de son temps, sinon de tous les temps. Lui tout seul valait l'ensemble de marchands européens et arabes réunis. Au bas mot, entre 15 et 20 millions de Congolais furent soumis aux corvées du travail forcé dans toutes les terres domaniales. Le caoutchouc de ces terres, Léopold II en voulait en très grande quantité. Et il l'aura, mais dramatiquement coloré de rouge. Qu'importe ce teint rouge, cette couleur du sang. Le sang des mains coupées, le sang des victimes innocentes. L'objectif ne fut-il pas atteint? Enfin, la poule ne pondait-elle pas déjà? Ce furent des œufs d'or. Léopold II exulta. Sa mise initiale dans l'entreprise consacrée principalement aux frais de premier établissement, achat d'armes et paiement de mercenaires, fut vite récupérée. L'affaire était rentable, en tout cas largement au-delà de ses espérances. Les bénéfices affluèrent. Léopold II finança la construction de grandes artères et des palais royaux en Belgique. Il acheta, par le biais de la Fondation de la Couronne, beaucoup d'immeubles en Belgique et en France. Il prit des participations dans un grand nombre d'entreprises. Il dissimula beaucoup de fonds. Heureusement, les crimes commis au Congo ne furent pas parfaits. Nombreux furent les témoins oculaires des faits. Ils tentèrent d'alerter les consciences, les âmes de bonne foi. La Belgique s'imposa de ne pas voir et de ne pas entendre ce que tout le monde voyait et entendait. Ces témoins furent issus de toutes les nations et de toutes les tendances politiques et religieuses, de sorte que l'on ne pouvait soutenir l'hypothèse d'une erreur ou d'une manipulation. Les missionnaires protestants américains, suédois, anglais, néerlandais furent parmi les premiers à dénoncer les massacres et atrocités contre les populations locales. Le consul britannique à Boma, Roger Casement ainsi que la Congo Reform Association, qui fut pour ainsi dire la première association des droits de l'homme dédiée à la défense des Congolais, créée avec Edmund Den Morel, jouèrent un rôle de premier plan dans la sensibilisation et la mobilisation de l'opinion internationale sur ce qui se passait au Congo. Bien avant Casement et Morel, l'une des premières critiques de la situation des populations congolaises était venue, en 1890, d'un historien noir américain, George Washington Williams. Après un voyage effectué au Congo, où il espérait trouver un territoire pouvant accueillir ses compatriotes, sa déception fut sans pareille au constat du traitement qui était infligé par les agents de l'EIC aux populations locales. Son rapport fut présenté sous forme d'une lettre ouverte adressée à Sa Sereine Majesté Léopold II de l'État indépendant du Congo. Il fut le premier à pointer les pratiques esclavagistes de Léopold II. La presse belge qualifia Williams de colonel en toque, de nègre ambitieux, de gentilhomme noir toujours ondoyant, et ne fit pas grand cas des dénonciations contenues dans sa lettre ouverte. La révélation des crimes commis par le régime léopoldien suscita néanmoins une grande indignation dans les autres puissances occidentales. Sous la pression de celle-ci, Léopold II se résolut de mettre sur pied une commission d'enquête qui sillonnera le Congo en 1904 à 1905. Signe évident du racisme colonial, la commission décida qu'elle ne prendra en compte les témoignages des Noirs qu'à titre de simple renseignement. Elle justifia sa position par cet argument autant ridicule que stupide. Le Noir du Congo, même s'il n'était pas menteur à proprement parler, il n'avait pas la même notion de la vérité que le Blanc. Et quand bien même le rapport d'enquête mit en évidence des crimes et exactions commis par les agents de l'EIC et des compagnies concessionnaires, confirmant ainsi globalement les dénonciations faites notamment par G.W. Williams, E.D. Morel et R. Casement, la Belgique eut la main lourde pour sanctionner les auteurs des faits. Dans la société civile, nombreuses voix s'élevèrent pour réclamer l'annexion du Congo par la Belgique. On notera à cet égard l'influence qu'eurent deux livres publiés en 1906,
celui du professeur Félicien Cattier et celui du père Arthur Vermersch. Ce dernier ouvrage eut une très grande influence dans les milieux catholiques, fort conservateurs et très proches de Léopold II, qui devinrent finalement ouverts à l'annexion. Outre ces ouvrages, il faut relever également que le barreau de Bruxelles et la Ligue des droits de l'homme furent à la tête d'une grande campagne qui participa également à faire basculer l'opinion en faveur de l'annexion. Léopold II contesta jusqu'au bout à la Belgique le droit d'annexer son État indépendant. Il fixa lui-même les conditions de cession. Si la Belgique veut entrer en possession du Congo après ma mort, ces différents points se trouvent réglés dans mon testament, insistant qu'il n'est pas de droit plus juste et plus respectable que le droit de l'auteur sur sa propre œuvre, fruit de son labeur. Il écarta toute idée de voir les grandes puissances s'emparer du Congo. Mes droits sur le Congo sont sans partage, ils sont les fruits de mes peines et mes dépenses. Le Parlement ne fut pas de l'avis du roi, et estima que la Belgique devait reprendre la souveraineté congolaise, et les pressions internationales sur le gouvernement pour l'annexion furent intenses. Celle-ci eut lieu le 15 novembre 1908. Aujourd'hui encore, certains auteurs tentent d'expliquer sinon de justifier, les abus et atrocités par l'idéologie de l'époque, par la soif des conquêtes coloniales allant même jusqu'à vanter le génie de Léopold II. Ils affirment que limiter l'histoire du Congo léopoldien à une succession d'abus et d'atrocités serait cependant réducteur, et que faire peser toute la culpabilité sur le monarque absolu relève d'une vision manichéenne, finalement trop simpliste. Pour ces auteurs, établir les responsabilités implique l'analyse minutieuse du fonctionnement et des arcanes du pouvoir. Ils pensent ainsi trouver la genèse de cette violence structurelle, dans les stratégies des hautes sphères de l'État. La logique coloniale de Léopold II répond à deux options exigeantes. D'une part, accroître le prestige de la Belgique et celui de la royauté. D'autre part, assurer non seulement la souveraineté de l'EIC, mais aussi son agrandissement territorial. Aurait-il manqué de lire le père Vermersch ses savants auteurs ? En 1906 déjà, celui-ci pointait les vraies causes du mal. Tant qu'une volonté fixera d'avance la quantité de caoutchouc à obtenir, tant que des ordres seront donnés sous cette forme. Portez à 5 tonnes par mois votre rendement en caoutchouc, nous ne saurions attendre avec confiance l'amélioration sérieuse qui est dans les vœux de tous. Par ailleurs, ces auteurs manquent de relever que l'EIC n'était pas un État comme les autres. Il n'avait ni parlement ni aucun contre-pouvoir institutionnel. La souveraineté de cet État était investie dans la personne du souverain, de qui émanait tout pouvoir de gérer de loin une immense colonie. Léopold II considérait d'ailleurs l'EIC comme son bien personnel, au point de décider de le léguer à qui il voulait. En outre, la logique du système domanial était de rendre toutes les terres de la colonie propriété du souverain, servant au profit personnel de celui-ci. C'est la singularité de cet État et les motivations mercantiles de son souverain qui sont à l'origine des crimes commis, dont Léopold II et l'État belge, qui l'a soutenu, portant entièrement et pleinement la responsabilité. Après l'annexion de l'EIC, la Belgique aurait pourtant pu mener des réformes nécessaires pour améliorer la situation. Mettre fin au régime esclavagiste de travail forcé, annuler les contrats léonins des compagnies concessionnaires, dissoudre leurs milices privées, rendre les terres spoliées aux populations qui les occupaient depuis leurs ancêtres, mettre fin aux traitements cruels, inhumains et dégradants. Non. Elle n'a rien fait de tout cela, et en plus elle a maintenu la chicotte. Ce fouet fabriqué à partir de la peau d'hippopotame, qui a servi à administrer des traitements cruels et inhumains à ses nombreuses victimes. La Belgique a tout simplement persévéré sur les traces du régime léopoldien avec toutes ses tares. Par ailleurs, elle a accéléré l'effacement de toutes les traces de l'ordre ancien des peuples. Elle a indigénisé les populations vaincues. Elle a imposé une ségrégation raciale, apartheid, classé les Congolais en évolués et sous-évolués. Elle a enfermé les sous-évolués dans des parcs nommés chefferies, où elles ne pouvaient se mouvoir vers l'extérieur sans un passeport de mutation. Elle a placé les évolués dans des bidonvilles, appelées cités africaines. Elle a arraché les enfants à leur mère. Elle a procédé au lavage de cerveau, au dressage jusqu'à l'abêtissement. Les MOMP, les bons pères catholiques, ont été mis à contribution. Mais au fond d'eux, ces bons nègres congolais riaient de tout cela. Ce prêt-à-porter politique, religieux et culturel ne leur convenait pas. Face à la violence de leurs bourreaux,
Ils se sont résignés, mais jamais ils n'ont abdiqué à leur dignité d'êtres humains. Mais ils ont appris à dissimuler leurs sentiments, alors ils se sont accommodés. Ils ont pris leur mal en patience. Aujourd'hui, ils demandent des comptes. Comment cette Belgique si intelligente, si brillante, si imbue d'elle face aux Congolais démunis pouvait-elle oublier que quand elle a accepté l'héritage de son roi, elle a hérité également de l'histoire douloureuse de l'EIC depuis sa fondation dans la félonie et la roublardise jusqu'au massacre et à la déshumanisation des millions des Congolais? Saura-t-elle aujourd'hui se dérober de sa responsabilité dans les crimes et exactions commis à l'égard de ce peuple? Première partie, la rencontre de deux mondes. Titre 1, l'histoire court-circuitée. Nos ancêtres vivaient dans le confort. Ils avaient du bétail et des récoltes. Ils avaient des marais salants et des bananiers. Soudain, ils virent un grand bateau surgir de l'immense océan. Ce bateau avait des ailes toutes blanches qui étincelaient comme des couteaux. Les hommes blancs sortirent de l'eau et prononcèrent des paroles que personne ne comprit. Nos ancêtres prirent peur. Ils affirmèrent qu'il s'agissait des Vumbi, d'esprits revenus d'entre les morts. Ils les repoussèrent dans l'océan avec des volées de flèches. Mais les Vumbu crachèrent le feu dans un grondement de tonnerre. Beaucoup d'hommes furent tués. Nos ancêtres s'enfuirent. Les chefs et les sages déclarèrent que ces Vumbu possédaient autrefois la terre. Nos ancêtres se retirèrent craignant le retour du bateau. Le bateau revint. Les hommes blancs demandaient des poules et des œufs. Ils donnaient des tissus et des perles. De cette époque à nos jours, les Blancs ne nous ont apporté que guerre et malheur. Chapitre 1, à l'ombre du baobab, la palabre. Nul parmi les grands chefs des tribus Congo réunis ce soir-là, près de Vivi, en ce début de saison de pluie de l'année 1879, n'imagina l'importance des décisions auxquelles ils allaient être conviés à prendre, ainsi que l'incidence de celles-ci sur leur destin, celui de leurs enfants et de petits-fils des petits-fils de leurs enfants. Pendant près d'une heure, Nsakala, l'interprète, traduisit le message de l'homme blanc assis près d'eux. Celui-ci expliqua au chef Congo, habillés de leurs vêtements de cérémonie, la raison de sa présence sur le sol de leurs ancêtres et l'objet de la rencontre de ce soir-là. Les Mindel, leur disait-il, venaient en tant que frères et amis. Ils souhaitaient faire du commerce avec eux et les autres Noirs vivant à l'intérieur des terres, acheter leurs produits, l'arachide, l'huile de palme, l'ivoire, le caoutchouc, mais aussi tous les autres produits, afin de les ramener sur la côte et les exporter à Mputu. Mais le voyage était long et périlleux. Pour faciliter cela, le Blanc proposa de construire un chemin de fer, des routes et des ponts sur lesquels rouleraient des machines allant beaucoup plus vite que l'homme et transportant une quantité plus importante de marchandises. Stanley expliqua tout cela au seigneur de Vivi. En échange, il leur demanda des terres où construire maisons et routes ainsi que leur accord pour que celles-ci puissent être utilisées par tous sans devoir payer le tribut à chaque passage. Fidèles à leur usage, les chefs indiquèrent qu'ils souhaitaient d'abord se concerter et promirent de donner leur réponse le lendemain. La nuit ne portait-elle pas conseil? Et dans ces nuits noires, toutes noires d'Afrique, la sagesse des sorciers et des Nganga, ultime recours pour connaître la voie du salut, ne brille-t-elle pas plus fort que la lumière du jour? Stanley retourna à son campement, se remémorant le calme et la dignité qu'avaient affichés les chefs Congo. Tout dépendait désormais de la réponse qu'il obtiendrait le lendemain. Et s'il rejetait son offre? Un sentiment de nervosité l'envahit pendant un court moment. N'avait-il pas promis à Bruxelles une occupation pacifique? Certes, ces hommes, une dizaine d'Européens et 250 Zanzibarites, étaient disciplinés et bien entraînés au combat. Avec leur Winchester à répétition, ils pourraient faire plus de dégâts que les vieux mousquets et les lances dont disposaient les autochtones. Mais il suffirait, pensa-t-il, que ces derniers refusent de lui fournir les vivres, ou qu'ils tournent tout simplement le dos au travail pour la construction de la route et le portage, pour que son expédition soit vouée à un échec certain. Vivi Mavungu était le doyen des 5 chefs présents à la palabre tenue ce soir-là. Ce petit homme trapu au regard vif et à la longue barbe blanchie par le poids de l'âge marchait d'un pas lent. Il n'avait prononcé aucun mot depuis que ses congénères et lui s'étaient séparés du Mundele. Il avait demandé au chef Ngufu Mpanda de Banza Sombo, Vivi Nku,
Kapita et Benzani Congo de convier d'autres notables à leur concertation le lendemain matin avant d'aller faire part de leur position à l'homme de Mputu. Depuis 30 ans qu'il régnait à la tête de Banza Vivi, Mbuta Mavungu avait appris à se méfier de ces hommes à la peau blanche qui avaient semé depuis le temps de ses arrière-pères, pleurs et désolation parmi les No-Congo. Les hommes de garde de ces hauts notables, armés de fusils à pierre de marque Tower, suivaient leur lente cadence. Ils n'avaient pas mauvaise tournure, ces solides jeunes gens. Le plus âgé d'entre eux ne semblait pas avoir dépassé 20 ans. Ils étaient presque tous coiffés d'une casquette de toile rayée, ayant la forme d'un bonnet phrygien. D'autres, mais en petit nombre, portaient le feutre anglais ou le chapeau de paille. Les bénéfices tirés du commerce avec les Blancs de Boma et de Loango n'avaient-ils pas donné les moyens à tous ces seigneurs de Vivi de se soustraire depuis bien longtemps à la tutelle de la cour de Mbanza Congo et de s'offrir de petits luxes pour étaler leur ngolo? Lorsque la palabre reprit le lendemain, Mbuta Mavungu s'exprima au nom de ses pairs. Nsakala traduisit sa réponse à Stani. Les chefs acceptaient sa demande. Il était autorisé à construire ses maisons et ses routes où il voulait, à condition que les terres soient inoccupées. Aucun de ces hommes ne sera molesté. On l'aidera à recruter des travailleurs, et tout le monde aura un accès libre sur ces routes. En cas de différend entre ces hommes et les hommes des chefs, les chefs et lui-même régleraient ensemble le litige. Et le prix à payer? Après un long marchandage, Stani consentit à payer les indemnités aux chefs, fixées à l'équivalent de 800 francs en morceaux de drap et 50 francs par mois au titre de loyer de terre. Longtemps après, Stani persista à considérer avec ironie que ces sommes étaient très élevées et s'autorisa à conseiller à ceux qui étaient tentés de faire du négoce avec les tribus du Congo d'être prudents. S'agit-il de débattre un marché? Je gage que l'indigène du Congo l'emporterait sur tous les juifs, chrétiens ou parsis que compte l'univers. Chaque fois qu'il est question d'un indigène de la tribu des Bakongo, des Bayanzi, des Bateke, il faut se figurer un personnage sans rival sur le terrain de la chicane et du négoce. Du reste, si on songe, comme l'écrit Georges Martelly, que Stani payait, en morceaux de tissu de mauvaise qualité, l'équivalent des sommes tout à fait dérisoires pour fonder un empire, on ne pourrait de nos jours que difficilement partager son opinion. Qu'à cela ne tienne, un traité fut signé par Stani et les chefs, au terme duquel ces derniers promirent d'abandonner librement et de leur propre assentiment, en leur nom et en celui de leurs héritiers et de tous leurs successeurs, à l'association représentée par Stani, la souveraineté et tous les droits de souveraineté et de gouvernement de tout leur territoire. Ils s'engagèrent également à aider Stani par tous les moyens, à réaliser tout ouvrage que la dite association entreprendra à n'importe quel moment dans n'importe quelle partie de ces territoires. Ils s'engagèrent enfin à ce que toutes les routes et voies d'eau traversant ce pays, les droits de lever un péage sur elles et tous les droits de chasse, de pêche, d'exploitation minière et forestière seront la propriété absolue de la dite association. À l'évidence, par cet accord, les chefs pensaient autoriser Stani à ouvrir des postes de commerce sur leur territoire. Loin d'eux toute idée de penser un seul instant qu'ils étaient en train de vendre les terres de leurs ancêtres, car celles-ci appartenaient à toute la communauté. Stani pouvait-il l'ignorer? En arrivant une semaine plus tôt dans ces contrées, qui ne lui étaient pas inconnues, Stani était loin d'imaginer un dénouement aussi rapidement. Le steamer Albion jeta l'ancre à Banana le 14 août 1879 avec à son bord l'explorateur anglais, son groupe de Zanzibarites ainsi qu'une importante quantité de marchandises, essentiellement des tissus, qui serviraient de moyen d'échange avec les populations locales. Un autre navire, le Barga, avait déjà précédé Stani à Banana avec à son bord le matériel et le personnel européen de son expédition. Banana, cette étroite bande de terre en eau profonde sur l'estuaire du Congo, servait de port aux vaisseaux de grand tonnage venant d'Europe. Ils y déchargeaient leurs produits et embarquaient ceux en provenance de l'intérieur des terres, destinés aux marchés européens. Des bateaux de moindre tonnage faisaient la navette entre ce port et les stations situées en amont du fleuve. Boma était la plus importante d'entre elles. C'est à Boma exactement que 2 ans plus tôt, Stani avait surgi, en août 1877, après avoir traversé l'Afrique d'est en ouest. Ce grand fleuve sur lequel il avait navigué pour la première fois, n'avait pas à ses yeux, du tout changé.
Depuis sa source à Musofi, dans le sud du Katanga à une altitude de près de 1500 mètres, ses eaux parcourent jusqu'à Banana, où 17 km d'estuaire séparent ces deux rives, 4700 km. Entre le pays des Waguénia et le pays des Bateke, son biais navigable est long de 1724 km. En aval de Stony Pool, le fleuve creuse dans les monts de cristal une gorge étroite et profonde et forme, sur une distance de 350 km, 32 chutes et rapides qui rendent impossible toute navigation. Selon ses propres déclarations, Stany avait la mission originale de semer le long de ses rives des établissements civilisés, de conquérir pacifiquement le pays, de le jeter dans un moule nouveau pour le mettre en harmonie avec les idées modernes, et d'y construire des États au sein desquels le commerçant européen fraterniserait avec le commerçant noir d'Afrique. Quelle mission ambitieuse, pourrait-on s'étonner. Pourtant plus de 380 ans avant celui qui sera connu sous le sobriquet de Bula Matari ou Mbula Matadi, un autre explorateur européen, attiré par la vue de ce fleuve majestueux, entra pour la première fois en contact avec les ancêtres des hommes qui venaient, sans s'en rendre compte, de se dépouiller des droits ancestraux qu'ils détenaient sur leur terre en apposant un signe de croix sur un morceau de papier dont ils ne comprenaient nullement le contenu. Chapitre 2, au hasard d'un détour, la découverte. Nzadi, le fleuve majestueux. L'an 1482. Alors qu'il naviguait dans l'océan Atlantique, le long des côtes africaines près de Moanda, Diego Cao, explorateur portugais, fut intrigué par le changement brusque de couleur de l'eau de l'océan. Celle-ci avait en effet pris une couleur jaune sombre, et des vagues d'un jaune brunâtre se brisaient sur les plages avoisinantes. En goûtant l'eau sur laquelle flottait son navire, il s'aperçut qu'elle n'était pas salée. Sa curiosité d'explorateur le poussa à se détourner du cap vers le sud, pour mieux comprendre cet étrange phénomène. Il engagea son navire dans ces eaux douces, et ne tarda pas à comprendre qu'il s'agissait d'un grand fleuve qui se jetait à la mer avec un débit impressionnant. Diego Cao venait de découvrir l'embouchure du fleuve Nzadi, beaucoup plus large que toutes celles qu'il avait déjà croisées dans tous les autres lieux de ses conquêtes. Il en laissa ce témoignage. Sur un espace de 20 lieues, le fleuve conserve son eau douce, sans que les flots saumâtres qui l'enserrent de part et d'autre viennent s'y mêler, comme si ce noble fleuve était déterminé à mesurer sa puissance en livrant une bataille rangée avec l'océan lui-même, et à être le seul à lui refuser le tribut que tous les autres fleuves du monde paient sans opposer la moindre résistance. En abordant l'embouchure, le navigateur portugais posa sur l'une des rives une borne en pierre marquée d'une croix sur laquelle il avait écrit ces mots. En l'an 6681 de la création du monde et en l'an 1482 après la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, le très haut, très excellent et très puissant prince, le roi Jean II du Portugal, fit découvrir cette terre et ériger ce pilier de pierre par Diego Cao, gentilhomme de sa maison. C'est lors de son deuxième voyage, en 1485, que Diego Cao et ses hommes tentèrent de remonter le Nzadi, à la recherche du bassin source du Nil et de l'accès à l'Abyssinie chrétienne afin de contourner le monde musulman. Mais ils furent bloqués moins de 100 km plus loin en aval de l'actuelle ville de Matadi, aux abords des premières cataractes. C'est dans cette lointaine contrée de leur mère patrie que les Portugais entrèrent en contact avec un royaume prospère doté d'une organisation, notèrent-ils, remarquable, bien que certaines de leurs coutumes leur parurent étranges. Cao laissa 4 missionnaires à la cour du roi Nzinga Nkuu, et ramena au Portugal 4 notables de Mpinda. Bienvenue au pays de Nzinga Nkuu. La formation de ce royaume fut lente et affectée par de nombreuses rivalités internes. Il n'existe pas de certitude quant à la date précise de sa fondation, mais en partant du règne du roi Nzinga Nkuu, qui reçut le baptême chrétien en 1491 et adopta le nom de Dom Joao, Ndeo Nezo, beaucoup d'historiens datent la fondation du royaume aux alentours de la période se situant entre 1275 et 1350. Suivant les traditions, Nzinga Nkuu apparaît comme 5e ou 6e successeur du fondateur du royaume, le héros mythique du nom de Nimi Alukeni, ou Ntinuen. On peut ainsi considérer qu'à l'arrivée des premiers Blancs, le royaume Congo existait depuis au moins 2 siècles. Le royaume s'étendait sur plus de 300 000 km² et comprenait des territoires actuellement occupés par 4 États d'Afrique centrale. Le nord-ouest de l'Angola,
le sud du Congo-Brazza et du Gabon et l'ouest de la République démocratique du Congo. Sa capitale était située à l'intérieur des terres, dans la ville de Mbanza-Congo, à plus ou moins 10 jours de marche des côtes. Administrativement, le royaume comptait 6 provinces: Nsundi, Mpemba, Soyo, Mbamba, Mbata, Mangou et quelques territoires enclavés tels Nkusu, Wembo, Wando et Matari ainsi que des régions périphériques comme la province des Ambundu. Selon Balandier, celles-ci ainsi que les territoires enclavés apparaissaient plus comme des dépendances que des zones soumises au contrôle direct du roi Congo. L'administration du royaume était remarquablement centralisée. Les gouverneurs des provinces étaient nommés et révoqués par le roi qui recevait d'eux, au cours d'une grandiose cérémonie tenue dans la capitale, l'impôt et divers présents. Malgré le mépris qu'ils manifestèrent pour les traditions et coutumes des autochtones, les nouveaux venus blancs reconnurent que le royaume était d'une organisation remarquable. Le royaume comptait 2 à 3 millions d'habitants. Bien évidemment, ce chiffre est à considérer dans des termes assez relatifs dans la mesure où aucun recensement de la population n'avait jamais été réalisé. À tout le moins, il donne une certaine idée de l'importance démographique du royaume Congo au moment des premiers contacts avec les Blancs. La coutume voulait que le roi, le Mani Congo, soit désigné par une assemblée de chefs de clan et assisté dans ses fonctions par un conseil de 12 notables. À côté de ce conseil existait un pouvoir occulte des membres du clan privilégié, considérés comme des aînés, celui d'Ensakulaou. Pratiquement à tous les niveaux, depuis la capitale jusque dans les chefs-lieux des provinces, coexistaient 2 structures, l'une étatique, si on peut dire, et l'autre clanique. L'on ne doit toutefois pas perdre de vue que le royaume Congo fut le produit d'un dosage précaire des rapports fondés sur les alliances et les affinités claniques. À l'instar d'autres grands monarques, le Mani Congo siégeait sur un trône royal en bois orné de cuivre et d'ivoire. Nul ne pouvait le fixer du regard. Tous ceux qui s'approchaient de lui étaient obligés de marcher à 4 pattes, tête baissée. Lorsqu'il lui mangeait ou buvait, un membre de son entourage faisait un signe et toutes les personnes se trouvant dans le voisinage devaient s'allonger face contre le sol. Personne ne pouvait le voir manger ou boire sous peine de mort. Le roi apparaissait aux yeux de ses sujets comme un être semi-divin, digne de plus profonds hommages et objet d'une grande vénération. Les secrets du roi forgeron. Les Bakongo avaient une grande maîtrise de l'emploi du fer. Selon une légende bien répandue, le premier souverain Congo, Ntinouwen, fut présenté sous l'aspect d'un roi forgeron, si bien que cet art fut exercé par la noblesse. Cependant, tous les hommes libres du clan pouvaient s'y livrer, moyennant certaines réserves. Ces réserves étaient en fait de nombreux interdits auxquels le forgeron maître du fer, du feu et l'eau, était soumis. Il était détenteur d'un pouvoir qu'il assimilait aux chefs, aux prêtres et aux magiciens. Parfois, quand quelqu'un souffrait d'une maladie, il allait trouver le forgeron et contre rétribution, ce dernier lui soufflait à 3 reprises sur la figure avec le soufflet de forge pour chasser le mal du corps. Le fer que l'on retrouvait dans plusieurs parties du royaume servait ainsi à fabriquer des couteaux, des armes de guerre, des haches et toute une série d'autres instruments utiles à l'homme. Le père Laurent de Luc n'a pas manqué de relever le procédé fort particulier de façonnage du fer par les Bakongo. Il y a des forgerons qui travaillent le fer de façon très curieuse tant pour la manière de travailler que pour les instruments qu'ils emploient. Ils allument le feu à terre et eux-mêmes étant assis à terre, ils exercent leur art avec tranquillité. Les instruments dont ils font usage nous étonnent. Ils n'ont ni marteau ni enclume ni d'autres instruments dont on se sert chez nous. Ce qui leur sert de marteau, c'est un fer, massif et gros, de façon à remplir la main. Sa forme ressemble presque à celle d'un clou. L'enclume est une pièce de fer d'environ 10 livres, placée à terre comme morceau de bois. Sur cela, ils forgent ce qu'ils fabriquent. Le soufflet de forge est formé de certains morceaux de bois creux, sur lesquels on a étendu une peau. Ils soulèvent et abaissent cette peau avec la main et donnent ainsi du vent au feu. Cela leur réussit très bien et sans peine. Avec ces 3 instruments, ils font tout. L'existence d'un art métallurgique savant n'était pas le seul domaine dans lequel excellèrent les Bakongo. Plusieurs chroniqueurs ont fait état des connaissances et des techniques variées, par exemple dans le domaine de la poterie et du tissage. Les artisans du tissage n'employaient pas des matières classiques telles que le coton, la laine ou la soie. Ils eurent recours aux fibres végétales provenant essentiellement du palmier.
Pigafetta consacre dans son ouvrage de longs passages à cet art de tissage qui allie technicité et compétence esthétique. En voici un. Je dois décrire l'art extraordinaire avec lequel les habitants de cette contrée et des régions voisines tissent divers genres d'étoffes, comme des velours avec poils et sans poils, des brocarts, des satins, des taffetas, des damas, des armoisins et d'autres étoffes semblables, qui ne sont certes pas faites de soie, puisqu'on ne connaît pas le ver à soie. Si certains s'habillent de soie, c'est de la soie importée de nos régions. Mais ces étoffes qu'on vient d'énumérer sont tirées de la feuille du palmier. Il faut maintenir les arbres bas et pour cela les tailler, les élaguer chaque année, afin qu'à la saison nouvelle croissent des feuilles plus tendres. Après avoir traité ces feuilles à leur façon, ils en tirent des fils tous également fins et délicats. Plus le fil est long, plus il est estimé car il permet de tisser les plus grandes pièces. Par des façons différentes, ils font des tissus avec le poil, à la ressemblance du velours de chaque côté, et les draps appelés damas avec motifs décoratifs et textures variées, ainsi que les brocarts que l'on dit haut et ceux que l'on dit bas qui valent plus que notre brocart. La terre fournissait le mil, la banane, l'igname, qui faisaient partie de l'alimentation habituelle en même temps que les produits de chasse ainsi que l'élevage du bétail. Chapitre 3 – La mission portugaise et la christianisation du royaume Congo. Sur la voie de Mbanza Congo. Le 19 décembre 1490, soit 8 ans après la découverte du royaume Congo par Diego Cao, une nouvelle expédition qualifiée de missionnaire fut organisée par le roi Jean II du Portugal sous le commandement de Gonçalves de Souza. 3 navires chargés de prêtres, soldats, maçons, charpentiers, paysans, artisans ainsi que de quelques femmes étaient chargés de créer une implantation dans le royaume Congo. Avant le départ, écrit Monseigneur J. Cuvelier, il y eut une réunion de théologiens et de doctes personnages à laquelle assistaient les missionnaires. Ils délibérèrent sur les meilleurs moyens d'opérer la conversion du roi et du peuple. Une instruction très claire fut rédigée et remise aux partants. Les 3 navires portugais accostèrent à Mpinda le 29 mars 1491. La peste qui sévissait au Portugal avait malheureusement fait rage à bord de ces 3 caravelles. Elle entraîna la mort du chef de l'expédition, Gonçalves de Souza, qui fut remplacé par son neveu, Rui de Souza. Le premier ambassadeur du roi du royaume Congo auprès du roi portugais, Nsaku, qui fut également l'un des premiers Bakongo convertis au christianisme, l'envoyé spécial de Jean II et plusieurs autres passagers trouvèrent également la mort. L'accueil de cette délégation par le gouverneur de la province de Soyo et la foule du peuple fut grandiose. La reconstitution historique de l'événement par Monseigneur J. Cuvelier est éloquente. Le Mani Soyo avait convoqué son peuple. 3000 hommes de guerre, armés d'arcs et de flèches, s'étaient réunis à l'appel des tam-tams. Un autre groupe était formé par les musiciens portant des tambours, des trompettes d'ivoire et espèces de viols. Ils avaient le buste nu et étaient peints de blanc et de diverses couleurs, signe de grande allégresse. Sur la tête, ils portaient des panaches confectionnés avec des plumes de perroquet et d'autres oiseaux. Le chef était coiffé d'une espèce de bonnet de nuit, orné d'un travail d'aiguille représentant un serpent fort bien fait. Durant leur séjour à Soyo, les Portugais convertirent le Mani Soyo au christianisme. Il fut baptisé sous le nom de Dom Manuel. De nombreux habitants de Soyo, principalement des notables, reçurent également le baptême. L'empressement du gouverneur à se faire baptiser n'était pas un fait du hasard. Il s'agissait vraisemblablement d'un calcul politique, qui visait à le placer à la première place dans le domaine des relations avec les gens du dehors. Le Mani Congo s'avisa bien d'être particulièrement attentif aux rapports de son gouverneur avec ses nouveaux venus étrangers. Ce fut au cours de la semaine de Pâques de 1491 que la caravane portugaise se mit en route à destination de Mbanza Congo, la capitale du royaume. Le voyage dura 20 jours. À son arrivée, la caravane fut accueillie par des scènes de réjouissance populaires. Une fois de plus, J. Cuvelier tenta de reconstituer l'événement. À Mpangala, qui est considéré comme un faubourg de Mbanza Congo, tous les principaux du royaume attendaient les Blancs pour les accueillir au nom du roi. Et des milliers d'hommes, de femmes, avec leurs nourrissons sur le dos, les enfants de tout âge, sautaient, dansaient, chantaient, les hommes nobles portant leurs boucliers en peau de buffle et leurs épées en bois de fer, les hommes du peuple portant leurs arcs et leurs flèches.
C'est avec cet appareil de triomphe que les Portugais furent conduits jusqu'aux grandes maisons qui avaient été préparées pour eux. La conversion de Nzinga Nkoulou. Mbanza Congo, capitale du royaume, était dressée sur un haut plateau à plus de 550 mètres d'altitude. J. Cuvelier en fit une description intéressante. La cité est placée sur la plus haute montagne du pays parce que du port de Pinda, où l'on débarque, jusqu'à Congo, on met 10 jours de marche et l'on va toujours en montant jusqu'à ce qu'on arrive à la dite cité et jusque dans la province de Pemba. Cette province se trouve au cœur et au milieu du royaume, et est la tête de toutes les autres provinces et l'origine des royaumes anciens. Les Portugais offrirent au roi Nzinga Nkoulou plusieurs présents. Étoffes de Hollande, pièces de satin et de soie, étoffes de brocart et de velours, queues de cheval à garniture d'argent et même quelques pigeons rouges. Le souverain vit ensuite les autres présents envoyés par le roi du Portugal. Les vêtements sacerdotaux, les ornements d'autel, les crucifix, les tableaux de saints, les bannières, le gonfalon et le reste. Il se les fit expliquer un à un avec une attention extrême. Lorsque le Mani Congo accueillit, avec un mélange de contentement et d'étonnement, ses premiers missionnaires blancs, il était ne fût-ce qu'un seul instant loin d'imaginer les conséquences dévastatrices que ces êtres mystérieux, sortis du fond des grandes eaux, ces Vumbi ou Mindel comme les appelaient ses sujets, allaient causer seulement quelques années plus tard à l'ensemble de son royaume et à tous les peuples avoisinants. Après avoir été enseigné pendant plusieurs jours du mystère du salut par la foi en Jésus-Christ, le roi Nzinga Nkoulou accepta de se convertir au christianisme. Il fut baptisé en même temps que plusieurs notables du royaume le 3 mai 1491 et adopta le nom de Joao Ier, Ndo Nezo. Les réjouissances furent organisées partout à Mbanza Congo. Mais elles furent de courte durée. Les bruits de guerre se faisaient de plus en plus vifs. Il fallait réagir vite avant que la horde de guerriers ennemis ne soit à la porte de Mbanza Congo. Le roi partit donc en guerre avec une importante aide militaire des Portugais. Ces derniers placèrent le conflit dans le cadre d'une croisade contre les païens. Joao Ier remporta la victoire qui fut coûteuse pour son armée et ses alliés portugais qui subirent des pertes importantes. Les Portugais virent cette victoire comme le signe d'une intervention divine. L'aide portugaise fut appréciée à sa juste valeur par le roi Congo. Les conseillers portugais se firent nombreux à la cour, et aidèrent le roi à renforcer davantage et à son seul profit le pouvoir central. Ce faisant, ils modifièrent un équilibre précaire à l'avantage de la royauté. Les conséquences furent par la suite désastreuses. Chapitre 4 – Échec de la christianisation du royaume Congo. Chrétiens d'un temps, bas Congo pour toujours. La religion de ces nouveaux venus sapait le fondement de la société Congo, en prenant l'abandon de la polygamie, l'abolition de toutes les croyances anciennes du pays, notamment le rejet des fétiches et la croyance aux ancêtres. À cet égard, Ballandier souligne que l'opposition missionnaire à la polygamie a joué un rôle décisif dans le recul royal, non seulement parce que le souverain perdait avec cette dernière un de ses privilèges et un des moyens de son prestige, parce que ses épouses refusaient de renoncer à le servir, mais aussi parce qu'il détruisait de cette manière les alliances résultant de ses multiples mariages. Or, poursuit Ballandier, l'équilibre vulnérable du royaume dépendait de ces relations qui font des puissants au pouvoir menaçant, des alliés du souverain. La gestion des États ancestraux africains n'exigeait-elle pas d'abord la maîtrise d'une habile politique matrimoniale ? À cet égard, Ballandier conclut que l'incompatibilité entre le pouvoir et le christianisme était totale. Qu'à cela ne tienne, l'évangélisation du Congo se poursuivit à un rythme effréné. On construisit des églises et on baptisa beaucoup de gens jusqu'à 2000 âmes par jour, affirme Ballandier. Les fétiches furent semble-t-il brûlés, les idoles abandonnées. Les gens adoptaient les noms chrétiens et la capitale, Mbanza Congo, fut rebaptisée San Salvador. De jeunes gens de la cour royale furent envoyés s'instruire au Portugal. L'un d'eux, Dom Henrique, fut même nommé évêque titulaire d'Utique et vicaire apostolique du Congo. Il mourut malheureusement très jeune, sans avoir accompli grand-chose. Mais qu'est-ce qui pouvait bien justifier une telle ferveur ? Selon toute vraisemblance, l'engouement du roi Congo, on l'a vu, et de la plupart des notables du royaume à se faire baptiser par les missionnaires portugais étaient plus motivés par les avantages qu'ils espéraient tirer de la relation particulière avec ces riches et puissants étrangers,
d'abord en termes de prestige au regard de divers cadeaux qu'ils recevaient d'eux, vêtements somptueux, produits manufacturiers, etc. Ensuite, dans l'esprit de ces nouveaux convertis, le christianisme était considéré comme une source de ngolo, de puissance. La richesse et la puissance matérielle des étrangers n'en constituaient-elles pas le témoignage évident ? Les chefs Bakongo se disaient ainsi qu'en adoptant le christianisme, ils auraient eux aussi la même puissance que les Mindel. Par ailleurs, politiquement, et ceci semblait être un point important de la stratégie royale Congo, le souverain faisait des Portugais ses alliés militaires. Il espérait ainsi profiter de la supériorité des armes à feu dont il disposait, pour briser les foyers de tension qui prévalaient dans son vaste empire et renforcer ainsi son pouvoir personnel. Les expéditions militaires contre les provinces rebelles se transformèrent de ce fait en croisades contre les païens. Et les rivalités pour le pouvoir, très fréquentes dans ce royaume, s'exprimèrent désormais en termes de guerre de religion activement soutenue par les Portugais. Les causes de l'échec. Très vite la christianisation du royaume se révéla être une véritable catastrophe. La mise à l'écart des Nganga, les prêtres locaux gardiens du pouvoir ancestral, la destruction de ce que les Portugais considéraient comme objets superstitieux ou idoles, l'opposition missionnaire à la polygamie considérée comme un concubinage et l'ingérence constante des Portugais dans les affaires locales provoquèrent de graves mécontentements qui dégradèrent sensiblement les relations entre le roi et les missionnaires. Ils ont pourchassé les concubines pour instaurer la monogamie, mais ils se sont avec stupéfaction heurtés au front uni des hommes, enragés comme si on venait de leur arracher les tripes et des femmes qui, se voyant repoussées, brûlaient de rage et de fureur. Note Balandier. Le roi Nzinga Nkoulou dut rejoindre lui aussi les rangs des mécontents en renonçant au christianisme, en dépit d'une farouche opposition de la reine qui demeura dans la foi catholique. La plupart de missionnaires durent quitter vers 1494 à 1495 la capitale Mbanza Congo, pour se replier dans la province de Nsundi. En réalité, le christianisme amené par les Portugais n'eut qu'une action très superficielle dans la société Congo. Il ne put à aucun moment trouver les moyens d'engager en profondeur une modification radicale des croyances et des mentalités. Les baptêmes étaient certes conférés en grand nombre, mais sans une évangélisation conséquente visant à faire comprendre aux nouveaux convertis le sens profond de la doctrine chrétienne. Les relations entre les prêtres et les fidèles s'établissaient généralement par le truchement des interprètes, que ce soit au cours des offices ou lors des confessions. Le père Jan Van Wing a ainsi comparé l'action missionnaire à celle d'une pluie tropicale qui glisse à la surface sans pénétrer bien avant dans le sol. Balandier, quant à lui, insiste notamment sur la multiplicité des initiatives de différentes congrégations catholiques, leur manque de coordination et de vision claire. En bref, un manque de continuité dans l'entreprise missionnaire. La civilisation chrétienne apparaît elle-même comme une entreprise opérant à faux. Elle fut discontinue, toujours recommencée et jamais consolidée en un point quelconque. Les franciscains intervinrent dès le début des relations établies avec Congo, et la dévotion à saint Antoine s'expliqua par leur ancienne influence. Les dominicains tentèrent de s'implanter en diverses circonstances, jusqu'au cours du XVIIe siècle, et revendiquèrent les premiers évangélisateurs du pays comme appartenant à leur ordre. Les chanoines réguliers de Saint-Éloi imposèrent leur empreinte au cours de la première évangélisation, jusqu'au environ de 1530, tant par leurs missionnaires que par les élèves Congo dont ils assuraient la formation au Portugal. Les jésuites arrivèrent après, et de 1548 à 1555 essayèrent de fonder une mission et un collège à Mbanza Congo, mais leur déception et les conditions politiques nouvelles les firent se retourner vers l'Angola où ils se fixèrent en 1561. Luanda deviendra plus tard leur base de départ pour les actions épisodiques risquées dans le royaume de Congo. Les carmes apparurent pour une courte période à la fin du XVIe siècle. Les Augustins furent encore moins heureux dans leurs initiatives. Quant aux Capucins, ils eurent à forcer les portes du royaume, mais ils y jouèrent un rôle considérable au cours des 3 périodes de pratique missionnaire situées entre 1645 et 1765. La liste des initiatives et des entreprises fut donc longue. Il faut y ajouter le projet d'établir un carme au Congo, nourri pendant près d'un demi-siècle. En bref, des résultats très médiocres, au prix de souffrances et de morts, soit en raison du climat, soit en raison des voyages,
qui jalonnent les 2 siècles d'évangélisation. Une autre raison non moins négligeable de cet échec fut le comportement même du clergé. Abracio fait état dans le tome 2 de son Monumenta du cas révélateur d'un prêtre, le père Ribeiro, qui ne s'est pas empêché de vendre les objets du culte afin d'acheter des esclaves. J. Cuvelier et L. Jadin relèvent que les prêtres portugais s'étaient pour la plupart comportés moins en missionnaires qu'en cupides commerçants et trafiquants d'esclaves. Ils ne manifestaient aucun état d'âme à vendre, les baptiser dans l'Église catholique à des peuples ennemis de leur foi. Certains prêtres n'éprouvèrent aucune pudeur à prendre des femmes noires pour concubines, eurent même des enfants avec elles et vendirent ces enfants autant que leurs propres élèves qu'ils avaient convertis comme esclaves. La responsabilité de l'Église dans l'ignoble commerce d'esclaves est établie sans équivoque par Ballandier. Le clergé est non seulement responsable d'une manière directe par sa participation au trafic, mais aussi d'une manière indirecte par les simulacres de conversion et de protection spirituelle qui camouflent l'ignoble commerce. Il a baptisé les esclaves sans faire les catéchismes nécessaires, pour prétendument les protéger des plus grands périls. Sur le plan de l'action politique au sein du royaume, le christianisme affecta fréquemment et sensiblement la politique des différents rois Congo. Il ne subsiste aucune ambiguïté à cet égard. Ballandier a su trouver les mots justes pour le dire. À défaut de la conquête, le service de la foi chrétienne a tenu lieu de justification à la mise sous tutelle du royaume africain. Et l'auteur de se faire plus précis. En fait, les rois du Portugal, grâce au droit de padroado qui leur fut conféré, exerçaient une tutelle voilée sur le Congo. La vassalité n'était pas apparente, mais l'obédience était requise. Et les missions ont accompli certaines des fonctions d'une administration coloniale rudimentaire. Chapitre 5 – Le cri de cœur du Mani-Congo. L'essor de la traite négrière. Après la mort du roi Ndeo Nezo Ier en 1506, son neveu, Dom Afonso Ndeo Funsu, Nzinga Mbemba, gouverneur de la province de Nsoundi, dut investir militairement Mbanza Congo à la tête d'une coalition de 37 chefs et leurs hommes, soutenus par les Portugais. Son rival Mpanza fut défait et exécuté en même temps que certains de ses partisans, alors que d'autres durent s'enfuir à Mepangu, Zombo et Nkusu. Ayant compris, alors qu'il n'était que gouverneur de la province de Nsoundi, les énormes avantages politiques qu'il pourrait tirer d'une alliance avec les Portugais, Ndeo Funsu s'était non seulement converti au christianisme, mais avait également entrepris de s'entourer des conseillers portugais et s'était mis à apprendre à lire et à écrire avec les prêtres portugais. À son accession au trône du royaume Congo, il tenta d'utiliser au mieux l'apport culturel et technique européen au service de la consolidation de l'État et de l'épanouissement de la société Congo. Il n'est pas facile de dresser un portrait aussi bien physique que moral du roi Ndeo Funsu, car il n'existe que très peu de documents de l'époque qui soient explicites à cet égard. Cependant, dans une lettre adressée en mai 1516 au roi du Portugal, le prêtre Rui d'Aguilar parle du roi Congo dans des termes particulièrement élogieux. Que votre Altesse apprenne que sa vie chrétienne est telle qu'il m'apparaît à moi, non comme un homme, mais comme un ange envoyé par le Seigneur à ce royaume pour le convertir, surtout lorsqu'il parle et qu'il prêche. Car je le certifie à votre Altesse, c'est lui qui nous instruit. Mieux que nous, il connaît les prophètes et l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ et toutes les vies des saints et tout ce qui se rapporte à notre mère la Sainte Église, tellement que si votre Altesse pouvait l'observer par elle-même, elle en demeurerait comblée d'admiration. Il exprime si bien les choses, et avec tant d'exactitude, qu'il me semble que le Saint-Esprit parle toujours par sa bouche. Il faut dire, Seigneur, qu'il ne fait qu'étudier et que maintes fois il tombe de sommeil sur ses livres. Il oublie l'heure de manger quand il parle des choses de Dieu. Il est tellement ravi par la lecture de l'Écriture, qu'il en est comme hors de lui-même. Quand il donne audience ou qu'il instruit les procès, ses paroles s'inspirent de Dieu et des exemples de saints. Il étudie le Saint Évangile, et dès que le prêtre finit la messe, il lui demande la bénédiction. L'ayant reçue, il se met à prêcher au peuple avec grande adresse et grande charité, le suppliant de se convertir et de se donner à Dieu, de telle manière que les siens sont émerveillés, et nous autres encore bien davantage, devant la vertu et la foi de cet homme. Tous les jours il fait ainsi, tous les jours il prêche comme je viens de le dire. Ce fut sous le règne de ce roi très chrétien, que l'essor du commerce des esclaves prit des proportions jusque-là inimaginables.
Une génération à peine après l'arrivée des missionnaires chrétiens et la christianisation, certes superficielle du royaume Congo, la traite des esclaves avait pris des proportions si abjectes et inhumaines que même les membres du clan royal ne furent plus épargnés. Exaspéré, le roi Ndeo Funsu dut adresser le 6 juillet 1526 à son frère très puissant et excellent, Dom João du Portugal, une lettre pathétique dans laquelle il fustigeait sévèrement le comportement des marchands portugais et les risques de disparition de son royaume. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.